J'avais donc entendu parler du docteur André Gernez, qui était du côté de Lille à Roubaix, puisque ayant fait mes études à Lille, donc je le connaissais donc de nom, et j'avais déjà appris les scandales qu'il y avait, mais des scandales qui ne sont pas péjoratifs à son encontre, au niveau de la médiatisation, au niveau de FR3, etc., et du professeur Gelé qui essayait d'envoyer un message urbi et torbi pour dire que ses travaux donc avaient de la consistance. Et j'ai vu sur Paris quelqu'un qui avait le dossier donc sur André Gernez, et j'ai vu que c'était cohérent. Dans les années 70, ça supposait déjà que ça couvait, que son nom circulait partout, et puis avec un discours perturbant, parce qu'il remettait en cause tout le paradigme de tous nos universitaires. Ça circulait même aux États-Unis, etc. On peut soigner les cancers, on peut soigner donc le Parkinson, on peut soigner l'Alzheimer, on peut soigner la sclérose en plaques, et puis le docteur Gernez s'intéressait à toutes les pathologies, aussi bien la myopathie de Duchenne, pour lequel il a trouvé une explication brillante. Enfin, il a son mot à dire, il a une explication, c'est ça qui est incroyable, il jette des ponts. Donc les gens peuvent glaner un peu toutes ces découvertes. À chaque fois, c'est pertinent, ces découvertes. Même la biologie de la croyance, qui n'a rien à voir avec tous ses travaux, et là aussi il a son mot. Il a son mot pour tout. C'est vraiment un cerveau universel, et c'est bien dommage que ces travaux restent comme ça dans l'ombre. Mais il interpelle. Je suis né en 23, je rentre en rhétorique en 1937. Et je vais passer mon bac ensuite, avec une mention bien. Je suis en effet le plus jeune bachelier de France, en même temps qu'un collègue de Bordeaux, qui a le même âge que nous, et pour lequel il faut demander une dispense spéciale d'âge au ministère. Ce que nous obtenons, lui et moi. Mais enfin, la prématuration n'est pas un critère de compétence. J'étais jeune médecin, puisque en 1944, je m'engage pour la durée de la guerre, en octobre 1944. Je suis démobilisé en 1945. En 1946, je suis envoyé en Suède, au Karolinska Sjukhuset, c'est-à-dire l'Institut Karola, à Stockholm, où je tombe sur une maladie tout à fait particulière qui s'appelait le Plummer-Vinson, qui est spécifique des femmes suédoises, et qui a la particularité d'être une maladie bénigne qui dégénère en cancer, mais qui est, dans son début, correctible par des médications tout à fait banales. Pour moi, ça a été la pierre de Rosette. Autrement dit, à l'époque d'abord, on cherchait le virus du cancer, et puis ensuite, on considérait que la cellule cancéreuse, dès lors qu'est émergée, est irréversible. Je publie d'ailleurs en 1946 dans la presse médicale les premières constatations, mais c'est vraiment pour moi la pierre de Rosette. Et je ne ferai pas le développement là-dessus, mais on en arrive à considérer que le double cycle cellulaire, qui est un fondement de la biologie cellulaire, vous savez que la médecine, la physiologie, la pathologie, toutes ces sciences sont dépendantes
sont dépendantes de la théorie cellulaire. Or, la cellule est en même temps l'unité anatomique, mais aussi l'unité physiologique de l'organisme. N'est-ce pas? C'est une unité anatomique, mais en même temps une unité physiologique. Et la cellule est considérée comme un élément qui passe par deux phases. Une phase fonctionnelle, qui singularise la cellule, c'est-à-dire au moment où elle présente ses inclusions caractéristiques de sa fonction, on peut être cellule gastrique, pancréatique, dermique ou tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc elle a les inclusions spécifiques. À un certain moment, cette cellule qui travaille, qui est donc fonctionnelle, qui est ouvrière, si l'on peut dire, se dédifférencie, c'est ce qu'on appelle la dédifférenciation prémitotique, c'est-à-dire qu'elle perd avant sa division les caractères qui caractérisent sa fonction, elle se simplifie, puis la division se fait, et puis ensuite elle recommence à reprendre ses inclusions et ainsi de suite. C'est du moins ce qu'on croyait à l'époque. C'est ce qu'on croyait. C'est ce qui était enseigné, c'est le fondement même, si vous voulez, de la physiologie cellulaire. Autrement dit, elle a un double cycle. Elle est en même temps fonctionnelle, c'est-à-dire ouvrière, et en même temps génératrice. C'est-à-dire souche, si l'on peut dire, d'autres cellules. C'était faux. À ce schéma, il fallait substituer un autre schéma qui existe chez tous les métazoaires, par exemple dans un essaim d'abeilles ou chez les termites, où une cellule est génératrice, la reine, dans une ruche, dans un essaim, elle ne fait que ça, elle se divise, enfin, elle procrée, mais elle ne travaille pas. Par contre, il y a des ouvrières qui sont ventilatrices, qui butinent, qui ceci, qui cela, mais qui, elles, sont infécondes. Ça changeait complètement le schéma fondamental, n'est-ce pas, de tout ce qui était dogmatique et qu'on ne récusait pas, qu'on ne corrigeait pas, tout simplement parce que quand un problème n'est pas posé, il ne peut pas être résolu. Et il n'était pas question, bien entendu, de poser la véracité, la réalité d'un dogme. Quand c'est doctrinal, c'est admis une fois pour toutes, on n'y revient pas. On a proposé un autre fonctionnement qui était le bon, un autre schéma de fonctionnement qui était le bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux fonctions pour une cellule, une fonction de travail et une fonction reproductrice. Il y a deux types de cellules. Il y a les cellules génératrices et les cellules fonctionnelles. Une cellule génératrice donne une cellule génératrice et une cellule fonctionnelle qui travaille et qui meurt à l'issue de son travail. Tandis que la fonction génératrice donne une autre cellule génératrice et une autre cellule fonctionnelle qui à son tour mourra. Ce mode de fonctionnement permet ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien dans sa fonction et dans son volume de tout le parenchyme, tous les parenchymes cellulaires. Les populations cellulaires, oui. Autrement dit, il y en a une qui maintient la filiation et qui est toujours la même, donc stabilité des populations cellulaires, donc vous ne grossissez pas, votre foie ne grossit pas jusque 3 tonnes, vous n'arrivez pas à une taille comme la Tour Eiffel, c'est stabilisé. À l'inverse, en matière de cancer, la cellule est perturbée et redevient une cellule avec une double fonction génératrice. Autrement dit, elle se divise, elle donne deux cellules, comme l'autre, mais dont toutes les deux sont génératrices. Et nous aboutissons non plus à une progression arithmétique, mais à une progression géométrique. De une cellule, on arrive à 2, de 2, on passe à 4, 8, 16, 32, 64, etc. Et ce schéma-là, c'est le schéma de la progression du cancer.
Et cette figuration est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. C'est-à-dire que très longtemps, vous restez sur l'abscisse, ça ne grossit pas beaucoup, puis d'un seul coup, ça évolue vers la verticale. Pourquoi? Parce que la cellule cancéreuse reproduisait le même système de prolifération que la cellule embryonnaire. Parce que quand vous étiez un embryon, à partir de l'ovule fécondé, la progression au niveau du fœtus que vous étiez a été exponentielle. En physiologie, c'est parfaitement démontré. C'est-à-dire que chaque cellule, résultant d'une division, était elle-même génératrice. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32 et ainsi de suite. Donc au niveau de l'embryon, la progression est exponentielle. Et au niveau du cancer, la cellule cancéreuse reprenant les caractéristiques, n'est-ce pas, des cellules embryonnaires, c'est aussi une exponentielle. Par contre, pour les cellules saines, c'est pas du tout la même chose. C'est une stabilisation du potentiel cellulaire. Une cellule donne naissance à 2 cellules filles, dont une remplace la mère et dont l'autre est destinée à travailler et ensuite à s'user et à disparaître. Il existait un autre dogme doctrinal, irréversible, qu'on ne pouvait pas discuter. C'était dans l'alma mater, c'était défini, c'était la mitose neuronale, c'est-à-dire que la cellule nerveuse ne pouvait pas se diviser après la naissance. Ce dogme avait été nobelisé, il émanait de Ramón y Cajal, un biologiste espagnol, et il avait été nobelisé, il a été introduit, il est devenu dogmatique, autrement dit, on ne revenait plus sur cette question. Il disait qu'après la naissance, aucune cellule nerveuse ne peut se diviser. On a un stock qui va s'épuiser, mais la division de la cellule est absolument impossible. Elle n'existe pas, elle ne se constate pas. Ce dogme était faux. Et le fait de cette erreur dogmatique interdisait absolument la solution de tous les problèmes de pathologie dégénérative qui concernent la population cellulaire neuronale, qui concernent, si vous voulez, le système nerveux. J'entends la sclérose en plaques, la schizophrénie, la maladie de Charcot, la maladie d'Alzheimer, le Parkinson. C'était interdit parce qu'il y avait une erreur de base. Entre la schizophrénie et puis la sclérose en plaques, apparemment, il n'y a aucun lien. Et entre la sclérose en plaques et l'Alzheimer, apparemment, il n'y a aucun lien. Et pourtant, le caractère commun et le fait même, si vous voulez, le facteur unificateur de tout cela, c'est le fait que les cellules nerveuses se divisent. C'était ça qui était fondamental. Et l'ignorance de cette donnée était responsable de la stagnation que l'on constate depuis un siècle ou un siècle et demi dans ces maladies. On avait oublié complètement la réserve blastique, neuroblastes pour les cellules nerveuses et les autres blastes, c'est-à-dire des cellules embryonnaires
qui étaient là en réserve. C'était des cellules quiescentes qui étaient tapies dans l'ombre et qui n'étaient stimulées qu'à la demande. Dès lors que les tissus étaient en faiblesse, tout naturellement, d'une façon homéostasique, par l'hypophyse, la somatormone, il y a les facteurs de croissance qui viennent stimuler donc ces jeunes cellules embryonnaires pour les intégrer donc au niveau des tissus défaillants, ce qui est d'une logique biblique. Et c'est lui donc qui a découvert ça, d'où pour lui le rôle incontournable de l'hypophyse. Et après on verra donc justement que l'hypophyse, comment la neutraliser quand elle péchait par excès. Lorsqu'une chose vous paraît évidente, mais qu'elle se heurte à un dogme, à moins que vous ne soyez, parfaitement sûr, et enfin, mais vous dites, le dogme a raison, et j'ai tort. C'est évident. Quand une chose a été admise par des centaines de milliers de chercheurs pendant plus d'un siècle, et que vous êtes obligé de vous dire, ces gens-là se sont trompés, et en plus de ça, l'erreur était grossière, vous vous dites, je me suis trompé. Puis le temps passant, les années passant, ça devient de plus en plus clair et de plus en plus évident. Mais vous restez toujours avec ce même sentiment, c'est que vous avez dû vous tromper, puis arrive un moment où c'est plus possible. À ce moment-là, vous vous dites, comme c'est tellement évident, ça va sortir un jour, cette correction. Ça n'est pas possible que ça, c'est tellement gros que ça n'est pas possible que ça subsiste comme ça. La rectification va venir, donc c'est pas la peine de vous embêter, si vous n'êtes pas dans le métier, si l'on peut dire, de vous embêter à formuler ceci, cela. Vous faites votre action, votre activité sociale habituelle, mais vous vous dites, ça va sortir. Mais ça ne sort pas. Ce problème s'était posé déjà depuis 20 ans, depuis 48, depuis New York. Et il a bien fallu à un certain moment se donner un terme. Et le terme, c'était le congrès de Tokyo. Il a fallu que Claudine Escopier-Lambiotte, dont j'étais proche, parce que son mari était un chirurgien parisien, Bernard, qui a été mon témoin de mon mariage. On était extrêmement proches intellectuellement et amicalement parlant. C'était une autorité, si l'on peut dire, en matière d'information médicale dans l'Europe aussi bien. Elle était médecin-major en Belgique, elle était d'origine belge. On s'était rencontrés à New York, on se voyait tout le temps.